puisse y avoir une réélection de Trump après l'épisode calamiteux du 6 janvier 2021 et puis son départ aussi assez honteux de la Maison-Blanche, sans vraie passation de pouvoir entre les deux présidents et sans acceptation du résultat de la présidentielle de 2020, semblait montrer que Trump était enterré. C'est vrai qu'il aurait fallu se méfier. Personnellement, dans de nombreux papiers, j'ai continué à dire pendant toutes ces années que le phénomène Trump n'était pas mort, que peut-être que ça ne serait pas lui qui l'incarnerait, mais que les bases du Trumpisme étaient une révolte bien plus profonde, bien trop profonde pour avoir disparu avec l'arrivée de Biden. Et donc, c'est vrai que son retour, à nouveau, en dépit de tout ce qui s'est passé, en dépit des procès, en dépit des pronostics, en dépit des tirs de barrage incessants qui ont été érigés contre lui, montre qu'en fait, cette révolte n'est pas une aberration de l'histoire et que Trump est un phénomène en réalité profond et durable. Et donc, pour répondre à votre question sur les facteurs de la victoire de Trump, je commencerai par dire que le facteur numéro 1, c'est évidemment Trump lui-même. Dans la victoire de Trump, la personnalité de Trump joue un rôle absolument clé. Pourquoi ? C'est vrai qu'on a beaucoup finalement réfléchi et glosé après son départ sur l'idée qu'on pourrait avoir un Trumpisme sans Trump ou un post-Trumpisme. Et d'ailleurs, c'est peut-être ce qu'il se produira. Je pense que ce n'est pas du tout exclu. C'est vrai qu'il crée, comme je l'ai déjà dit, un courant qui le dépasse en termes de diagnostic sur la crise de la démocratie américaine et sur la volonté en fait de changer le curseur, de changer les choses. Mais je crois qu'on ne peut pas occulter le caractère pourtant absolument central de sa personnalité. Parce que c'est une personnalité, au fond, qui coche des cases que presque personne d'autre, ou peut-être même personne d'autre, ne semble être capable de cocher. Parce que c'est quelqu'un qui arrive à rassembler des gens qui n'ont en réalité rien à voir entre eux. C'est un homme qui a été de gauche, enfin qui a été démocrate et puis qui a été républicain, qui est un homme d'affaires, qui est un milliardaire mais qui connecte avec la classe ouvrière, et surtout c'est un personnage dont le trait de caractère principal est un trait de caractère que les Américains ont embrassé comme absolument fondamental, c'est son indomptabilité. Trump, c'est quelqu'un qui ne se plie pas dans n'importe quelle circonstance, c'est-à-dire à des moments où n'importe lequel d'entre nous aurait sombré avec fracas et serait rentré sous terre, sous la puissance des attaques, des humiliations, des procès, de tout ce qui lui est arrivé. Mais lui a tenu, et c'est vrai que quoi qu'on pense de Trump, c'est un trait de caractère qui est absolument frappant dans sa personnalité et qui, je crois, a joué un rôle colossal parce que les Américains qui avaient décidé de se lever contre les élites et contre le système dans lequel ils étaient, se sont dit « il ne va pas nous lâcher, cet homme va rester avec nous quoi qu'il arrive ». Et c'est la raison pour laquelle ils l'ont soutenu contre vents et marées, malgré toutes les défauts majeurs et qui ont été en partie décrits par vos déclarations, la grossièreté, les lignes rouges traversées en permanence. C'est vrai, et d'ailleurs c'est quelque chose qui est verbalisé par les Trumpistes quand on les rencontre dans les meetings de toutes les traversées que j'ai fait de la province américaine, de tous les États, où ils disent toujours ça, ils disent oui, il est plein de défauts, nous savons absolument que c'est un sinner, un pécheur, quelqu'un qui a fait beaucoup de choses qui peuvent être répréhensibles, mais nous considérons qu'il est porteur en fait de vérité et d'un combat qui pour nous est plus fondamental que toutes ces choses dont il est accusé. Et donc le résultat, c'est évidemment la relation tout à fait exceptionnelle qu'il a créée avec la société. Et il faut comprendre que dans ce facteur, il y a le fait que Trump n'a pas surgi en 2015. Et ça, je crois que c'est très important. C'est que c'est quelqu'un qui surgit dans l'imaginaire des Américains il y a des années. En réalité, dès les années 80,
Trump commence à forger en fait disons, une sorte d'épopée, enfin, de mythe auprès des Américains. Il est une incarnation que nous on trouve un peu grotesque ou comment dire, tapageuse. Je dirais, ça choque nos instincts justement anti-argent en Europe, en France. On n'aime pas ce type de personnage qui fait construire des salles de bain avec des robinets en or, etc. Et qui se fait photographier avec toute sa famille dans des meubles dorés tout à fait en haut de la tour Trump. Mais aux États-Unis, c'est un symbole du succès. Et Trump incarne le succès. Il est aussi l'homme qui a comment dire, créé et produit ce gigantesque émission de télé-réalité qui a été aussi un succès fou et qui a été à la une comment dire, des taux d'audience américains pendant des années, puisqu'il y avait 30 millions de gens qui écoutaient cette émission. Donc en fait, il est dans leur univers, il est presque dans leur foyer depuis très longtemps, et ça aussi c'est un élément très important parce que quand on leur dit Trump, c'est une menace pour la démocratie, ils n'y croient pas parce qu'en fait, ils pensent qu'ils connaissent Trump mieux que les démocrates ou les faiseurs d'opinion qui donnent leur avis sur ce qu'il est. Ils ont fait leur avis, en fait, sur lui depuis très longtemps. Donc ça, je pense que c'est tout à fait important. Et je dirais qu'au fond, cette relation émotionnelle, tripale, en fait, venant des tripes, qu'il a créée avec le peuple des classes populaires, des oubliés, des sans-voix, c'est quelque chose qui est tout à fait irremplaçable, je dirais, comme facteur fondamental de sa victoire. Vous savez, quand j'ai été à son meeting de victoire le 5 novembre, et qui était donc à West Palm Beach, et j'ai rencontré un club d'Américains qui se sont constitués comme un club de fans, c'est-à-dire et qui font une espèce de compétition sur le nombre de meetings de Trump auxquels ils sont allés. Et donc, ils sont là, et donc ils disent, moi j'ai fait 80 meetings de Trump, moi j'en ai fait 150, moi j'en ai fait 180, etc. etc. Mais derrière ça, ce qui est intéressant, c'est aussi que Trump a créé une famille. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'on ne comprend pas, c'est qu'il a créé un ancrage presque familial aux États-Unis dans un moment de l'histoire américaine où le pays est dans un état de désarroi profond mental, les gens sont très isolés, la société des réseaux sociaux a fragmenté, fracturé en fait le corps social, et donc Trump a recréé une sorte de geste de l'Amérique à travers ces meetings où on s'amuse, on rigole bien, on repartage les mêmes plaisanteries, on porte les casquettes MAGA, on se met des t-shirts un peu dingos sur lesquels on montre qu'on appartient à cette famille. Et je crois que ce sentiment d'appartenance, dans un monde où il n'y a plus justement de connexion, je dirais, terrienne forte, c'est très important aussi, je pense, comme facteur en fait de succès et de retour de Trump. La deuxième chose, c'est évidemment, le deuxième facteur, c'est Trump comme homme qui porte la révolte contre la globalisation et contre, effectivement, la globalisation comme mantra idéologique des élites, je dirais de droite comme de gauche, depuis 1991. Et c'est vrai que je pense que c'est le ressort central, le cœur battant du mouvement MAGA. Cette colère des classes populaires et leur rejet à la fois de la désindustrialisation et de la délocalisation massive de l'industrie américaine, qui a fait qu'en réalité, dans beaucoup de segments de la population ouvrière, on a perdu les emplois et on a perdu le prestige. C'est le cas notamment dans tout, évidemment, le Midwest, qui a été le cœur de l'industrie lourde américaine. Et aussi, bien sûr, ce qui a permis de créer le géant, l'adversaire majeur stratégique américain-chinois. Et l'autre élément, c'est évidemment l'immigration massive, qui est un sujet absolument clé pour comprendre le succès de Trump, et il faut bien voir que le succès de Trump commence dès le 15 juin, je crois, 2015, quand il apparaît en haut de l'escalator Trump, en disant « Je vais construire un mur ».
et je vais rendre à l'Amérique ses frontières. Et donc ça, c'est aussi le mur comme symbole, en fait, de la reconstruction d'une frontière, donc du retour à la nation, c'est fondamental. Le projet Trump, c'est avant tout le projet America First, l'Amérique d'abord, et c'est donc un projet national, un projet nationaliste, et beaucoup plus un projet nationaliste, je dirais un projet nationaliste, contrairement à ce qui a été asséné par les adversaires de Trump, qui ont présenté ce projet comme un projet raciste. Je crois que c'est donc un projet de protection de la nation américaine qui passe à la fois par le rétablissement de la frontière et le protectionnisme commercial assumé. Et là, évidemment, une rupture avec la doxa libre-échangiste qui avait cours chez les démocrates comme chez les républicains qui était favorable aussi à une main-d'œuvre pas chère pour permettre aux entreprises de faire plus de profit. Et donc, c'est une volonté de renationalisation des élites qui ont été dénationalisées, qui ont perdu en fait le sens de la responsabilité de l'avenir de leur propre peuple. Et je crois que ça, c'est très important. Évidemment, dans le vote de 2024, ces éléments restent absolument centraux parce qu'il y a une colère énorme qui n'a cessé de grandir après l'ouverture des frontières qui a été décrétée par Biden dès le premier jour par une série de décrets pour en fait défaire tous les décrets qui avaient été mis en place par Trump et toutes ces politiques sur la question de l'immigration, et ce qui a entraîné un afflux de millions d'immigrants dans les 4 années du mandat de Biden et suscité une sorte de débordement sur beaucoup de villes d'Amérique où on a été submergé, les services sociaux ont été submergés, on ne savait plus quoi faire pour les accueillir, où les mettre, dans quels hôtels, etc. Et c'est vrai que, par exemple, en Pennsylvanie, où moi je me suis pas mal promenée pendant la dernière campagne, j'ai par exemple parlé avec une responsable politique latino-républicaine qui m'a dit que le facteur de l'immigration avait énormément joué pour faire basculer la population latino du côté de Trump. Et il faut bien voir que c'est un véritable retournement américain, c'est une victoire de Trump qui sur cette question-là, devient une victoire américaine, puisque vous avez 70% des Américains qui sont aujourd'hui pour un coup d'arrêt à l'immigration massive. Et là, c'est un monde, moi j'ai vécu en 2010 une crise sur l'immigration qui a été la crise du face-à-face entre l'Arizona et le pouvoir central, et je dirais l'ensemble du pays. Et l'Arizona, qui avait voulu, parce qu'ils étaient un pays frontalier, mettre un coup d'arrêt à cette immigration illégale, avait été critiqué, mis au banc par des tas de grandes compagnies américaines, par plusieurs autres États qui avaient décrété des sortes de véritables cordons sanitaires autour de l'Arizona, en termes d'investissement, etc. Et tout ça a disparu. Et aujourd'hui, vous avez, selon un sondage du New York Times qui a été publié juste avant les élections, 53%, ou je crois même 57% des Américains qui sont même favorables à la mesure de mass deportation de Trump, c'est-à-dire l'expulsion massive des illégaux. Donc pour le coup, là, c'est une défaite en rase campagne je dirais, de la position démocrate. Le troisième facteur, c'est un facteur culturel, parce que je crois que cette élection, c'est le fruit d'un rejet absolument massif des politiques culturelles et identitaristes que la gauche américaine démocrate avait imposées au pays depuis, en réalité, des décennies. C'est un rejet massif de la gauche identitaire woke qui a instauré ce que, par exemple, l'intellectuel Joshua Mitchell appelle un véritable macartisme culturel en Amérique. Et c'est en tout cas comme ça que les gens qui ont voté pour Trump ont perçu ce qui s'est passé dans le pays, dans cette espèce de terrorisme intellectuel qui s'est abattu sur tous les gens qui ne pensaient pas selon les termes en fait du wokisme et de la doxa, selon laquelle on est dans un schéma d'oppresseur, d'opprimé, dans lequel l'homme blanc, chrétien, hétérosexuel est un oppresseur par définition, et il doit battre sa coulpe en permanence, énoncer ses privilèges et ses pronoms. Et donc, je crois que là, il y a eu
il y a eu un véritable ras-le-bol. Cette élection, c'est le ras-le-bol de l'Amérique sur ces sujets-là. Et moi, ça, je l'ai vu aussi de manière très très claire pendant ma traversée en fait, de la Pennsylvanie et après les quelques jours que j'ai passés en Floride. Ils m'ont tous dit, on ne veut plus de ce truc. Pour nous, c'est fini. Et je crois qu'il y a eu 2 moments très importants qui ont fait basculer en termes d'exaspération. L'un, c'est les écoles, ce qui s'est passé dans les écoles, c'est-à-dire la volonté de mettre en place un petit catéchisme woke qui commence dans les écoles publiques à être imposé par les boards des écoles démocrates à travers les États. Et il y a eu une levée de boucliers des mères américaines. Et ce n'est pas seulement des mères chrétiennes conservatrices comme ça a été présenté par un certain nombre de médias américains. Je crois que c'est un phénomène très profond. Ils ne veulent pas, et c'est très américain, c'est-à-dire nous ne voulons pas que l'éducation de nos enfants nous échappe. On est là vraiment dans un credo américain dans lequel l'État doit rester à sa place et ne doit pas se mêler d'imposer une doxa idéologique dès l'enfance à leurs enfants. Donc ça a joué très fortement. Et l'autre élément, c'est la question transgenre qui, à mon avis, est un mouvement de bascule. Je crois que autant la société américaine a accepté la question du mariage homosexuel et que c'est au fond entré qu'il y a eu là-dessus, ça a été finalement, après d'énormes batailles, une forme d'acceptation. Je crois que la question transgenre est le sujet sur lequel, là aussi, le rejet se produit, parce qu'on s'attaque, pour le coup, à quelque chose qui est perçu comme une attaque contre le réel, contre la nature, contre la différence homme-femme, qui est quand même la base, en fait, de l'organisation de la société. Et donc, ça, c'est de ce point de vue-là, je dirais que ce facteur culturel, aujourd'hui, les gens qui ont gagné, c'est-à-dire cette majorité, disons, américaine très nouvelle, qui est une sorte de coalition assez étrange, mais assez large, qui s'est constituée, considèrent qu'on est dans un moment Good Morning America. Je ne sais pas si vous vous souvenez ce que c'est que le mouvement Good Morning America. C'est quand Ronald Reagan, dans un argument de campagne qu'il met en avant, dit en fait qu'on est dans une ère de renaissance culturelle, qu'on rejette en fait ce qui s'est passé pendant l'ère Carter, qui est une ère de défaite, de doute, de repli, où en fait l'Amérique est perdue, elle pense qu'elle a perdu la main. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens aux États-Unis qui croient qu'il est possible en fait de construire un nouvel âge d'or qui serait libéré de la furie idéologique justement qui a été mise en place pendant les dernières années. Donc c'est vécu comme une opportunité, comme une chance pour quelque chose de nouveau, avec un élément révolutionnaire, parce qu'ils disent aussi, bien sûr, ça va être révolutionnaire, parce qu'il va falloir justement, sur un certain nombre de sujets, passer à l'attaque. Et donc, ça c'est l'élément culturel. J'ajouterai un élément, un quatrième élément qui est l'élément du free speech, en fait, de la libre parole, c'est-à-dire que je crois que la question, au fond, Trump incarne celui qui brise, au-delà de tout ce que j'ai dit au début sur le facteur Trump, qui brise les conventions du politiquement correct, du langage, qui libère en fait la parole. Et je crois que ça c'est très important, il y a un effet cathartique de l'ère Trump et qui se traduit par un cinquième facteur que je veux vous signaler, qui évidemment que je vous amène, que vous savez déjà, qui est le rôle de la tech. Le rôle de la tech, c'est un facteur majeur en fait dans la victoire de Trump. Je pense que Trump n'aurait peut-être pas gagné si Elon Musk et les grands manias
une partie des grands magnats de la tech ne s'étaient pas ralliés à l'attelage Trump. Et ils le font. Donc, vous avez des gens comme Elon Musk, comme Peter Thiel, comme Marc Andreessen, et toute une série de magnats de la Silicon Valley qui ont fait sécession du consensus libéralo-woke. Et ce qui est intéressant, ça a commencé après 2013. J'ai écouté une passionnante podcast en fait de Andreessen, Marc Andreessen, qui est une des figures, des têtes pensantes. On l'appelle parfois l'intellectuel, en fait, l'idéologue de la Silicon Valley, qui a donné récemment une interview en fait à un des podcasts de la Hoover Institution, et qui en fait explique que en fait, ils se sont mis à se poser des questions. Ils étaient tous démocrates, parfaitement. Andreessen, c'est quelqu'un qui a toujours voté démocrate pour Bill Clinton, pour Hillary, pour Barack Obama, etc. Mais en 2013, au début du deuxième mandat Obama, ils s'aperçoivent en fait qu'arrive une nouvelle génération qui a été formée dans les universités américaines par justement cette idéologie radicale de gauche et qui commence à avoir un discours complètement activiste dans la Silicon Valley, et que c'est le début en fait d'une sorte de remise en cause du système de méritocratie et d'excellence qui est quand même, je dirais, l'ADN de la Silicon Valley. C'est-à-dire que la Silicon Valley, c'est pas seulement des méchants capitalistes qui veulent tout contrôler, c'est aussi l'esprit de conquête et l'ADN, disons, d'excellence de l'Amérique. C'est la nouvelle définition du rêve. Alors ça peut être un rêve qui peut tourner au cauchemar, je ne suis pas du tout naïve là-dessus, mais je pense qu'il ne faut pas sous-estimer cet élément-là. Et ces gens-là se sont aperçus en fait que cette idéologie identitariste était en train d'emmener l'Amérique dans une impasse. Et je pense qu'ils ont peu à peu fait leur chemin. Peter Thiel, qui est certainement l'un des plus intelligents, a été le premier à rompre avec eux, à rejoindre Trump en 2016. Il a été mis au banc de toute la Silicon Valley. Et puis finalement, il a peu à peu fait des adeptes au fur et à mesure qu'il y a eu de plus en plus de problèmes avec le free speech. C'est pour ça que je voulais dire que la question de la libre parole était fondamentale, parce que ça a été aussi une sorte de révolte contre la censure des réseaux sociaux qui s'est instaurée pendant la période Biden, d'abord sur la question du Covid et ensuite sur les questions liées justement au conservatisme, etc., etc. J'arrive au bout. En fait, je crois que c'est le dernier. Évidemment, il y a un rôle majeur de Musk lui-même, qui, avec son compte Twitter, évidemment, fait basculer dans une large mesure, qui devient un facteur en lui-même de soutien majeur pour Trump. Et je soulignerai, pour terminer, la migration de deux électorats fondamentaux. D'abord, un électorat démocrate comme celui de Robert Kennedy, ce qui est très intéressant, c'est-à-dire que dans cet attelage étonnant, on voit apparaître quelqu'un comme Robert Kennedy, qui est un homme de gauche, mais un homme de gauche qui se situe dans l'opposition justement au système, au clergé, et qui avance des idées qui défraient la chronique, par exemple, sur les vaccins, etc., mais qui dit aussi un certain nombre de choses tout à fait justes sur la folie du système de santé américain et la nécessité de mettre en place des politiques de bon sens pour faire de la prévention aux États-Unis dans le domaine de la santé, où vous avez 50% de la population qui est obèse, et donc de se battre contre les grands groupes agroalimentaires, etc., etc. Donc ça, c'est intéressant, parce qu'en fait, on a le sentiment qu'on a comme des... vous savez, comme dans les dessins animés Avengers. Oui. Les Avengers, c'est qu'au fond, vous avez une espèce de ligue de champions qui disent qu'il faut changer le logiciel et renouveler l'Amérique. Et donc vous avez ces gens assez étranges qui forment cette espèce de nouvelle fraternité des nouveaux champions de l'Amérique. Et la dernière migration, évidemment, c'est la migration des minorités, ce qui est un élément aussi absolument capital et qui change aussi la donne de cette coalition et je lui mets un vent supplémentaire dans les voiles, et notamment sur le plan moral. C'est l'arrivée en fait d'une portion très importante du vote latino et de leaders latinos, du vote noir et de leaders intellectuels noirs et autres minorités qui disent ça, c'est terminé, nous ne voulons plus
être définis par notre couleur de peau ou notre identité. Nous sommes avant tout des individus, des Américains et membres d'une nation que nous voulons relancer et rénover. Cette impossibilité de comprendre une chose qui est pour moi assez simple, c'est que nous observons en fait un grand basculement culturel et politique de temps long. C'est-à-dire que le Trumpisme, évidemment, il va continuer. Moi, je pense que de toute façon, c'est quelque chose qui est de l'ordre d'une réaction presque tellurique du peuple. Et un point très important, alors c'est vrai pour Trump, mais ça pourrait être vrai pour d'autres, on va dire, personnalités populistes. Je ne crois pas à l'idée de la, de la manipulation d'en haut, avec un nouveau Duce qui arriverait et qui manipulerait les masses. Parce que cette représentation, déjà, elle est très commode, puisque, bien évidemment, ça permet de continuer à valider tout le modèle économique tel qu'il est, et puis simplement de faire des petits réglages qui seront culturels. Ils pensent mal, on va essayer, évidemment, de les recadrer dans la bonne direction. Non, je pense que les Américains se servent de Trump comme d'une marionnette. D'ailleurs, j'ai le souvenir aussi de cette élection un peu particulière où Johnson avait été élu par le Yorkshire et la working class britannique, avec ce truc un peu fou d'avoir des ouvriers britanniques qui votaient pour un type qui venait de la City, de Londres, bref, de ce qui avait de plus éloigné, mais c'était pour eux ce qui avait de plus efficace. Je crois beaucoup à ça, je crois au fait que, je vais utiliser ton concept de gauchisme culturel, mais comme je suis sur du temps long, je vais me replacer dans les années 80. Années 80, c'est la grande idée des élites occidentales. Finalement, on va faire des économies sans usine, mais avec des entreprises. Hein. C'était Tchourouk, années 80. Bravo, belle idée. Si on tire le fil, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire... on va opérer le plus grand plan social de l'histoire occidentale, c'est-à-dire le grand plan social de la classe moyenne occidentale. Classe moyenne, classe populaire. Donc ça s'est fait par vagues. Hein. On a commencé par les ouvriers, les paysans, bref. Et puis c'est pour ça que la géographie, m'a beaucoup aidé à éclairer tout ça. Peu à peu, les gens c'est ce que j'appelle cette majorité ordinaire, s'est mis à vivre dans des territoires qui créaient le moins d'emplois et surtout n'avaient plus accès aux territoires qui créaient le plus d'emplois. Donc c'est ce que j'ai appelé la France périphérique, mais je pourrais dire l'Amérique périphérique, qui serait l'Amérique du centre, et l'Angleterre périphérique, etc., etc. Bref, on a la constitution en réalité d'immenses bulles, des immenses bulles culturelles. C'est pour ça que le mouvement qui s'opère aujourd'hui, on ne peut pas le lire comme un mouvement social traditionnel. D'ailleurs, c'est très marrant, c'est quand on parle de populisme, la question qu'on me pose, mais c'est social ou c'est culturel? C'est identitaire ou c'est culturel? Les deux, mon général, c'est-à-dire qu'on est là dans une recomposition totale, économique, sociale, culturelle. Et évidemment, y a des réactions qui vont prendre dans toutes ces dimensions-là. Vous voyez, par exemple, à chaque élection, on a ce truc complètement stupide de quelle est la priorité des Français. Alors, 1, pouvoir d'achat, 2, insécurité, 3, immigration. Comme si les gens, et notamment, alors encore plus vrai quand ils sont issus de milieux populaires, seraient incapables de penser 3 choses en même temps. Nous pensons tous plusieurs choses en même temps. Eh bien non, les Français, c'est ou le pouvoir d'achat, ou l'immigration, ou l'insécurité. Or, je crois qu'au XXIe siècle, il y a, la rose des vents, l'orientation fondamentale des catégories populaires et des classes moyennes occidentales
il y a quatre éléments. Il y a l'élément, évidemment, que vous avez cité de l'immigration, de l'insécurité, mais aussi de l'État-providence et du travail. C'est-à-dire que vous avez 4 points qu'il faut combiner. Les 4 points sont très importants. Et d'ailleurs, on pourrait se dire, mais l'immigration, d'ailleurs, c'est très étonnant ce qui se passe aux États-Unis, parce que l'immigration, ça n'a jamais été un immense problème jusqu'à il y a une quinzaine d'années. En réalité, il y a un basculement, et j'allais dire, il y a une européanisation des États-Unis. C'est-à-dire qu'on parle toujours de l'américanisation de la France, mais sur cette question-là, il y a bien une désethnicisation. Moi, ça m'intéresse beaucoup de parler d'une chose, c'est-à-dire que quand on parle populisme, d'ailleurs, il y a évidemment toutes ces représentations médiatiques. C'est un truc qui vient d'une histoire ancienne, une résurgence des pires heures de l'histoire, etc., etc. Les classes populaires d'aujourd'hui sont, moi celles que je décris en tout cas, et celles que vous venez de décrire, sont les classes populaires et moyennes du XXIe siècle. Elles n'ont rien à voir avec celles d'avant. C'est-à-dire que la gauche se plante en imaginant que ce qui est là sous nos yeux, c'est la résurgence, je ne sais pas, d'une classe ouvrière mythique, Jean Gabin sur sa locomotive. Mais de la même manière, la droite ou l'extrême droite, etc., se plante aussi en disant oui, en fait, c'était mieux avant, et donc les types veulent aller absolument dans les années 50, voire avant. Non, les gens sont parfaitement enracinés et ancrés dans une réalité qui est celle d'un monde complètement connecté à la globalisation. C'est-à-dire que les types dans le Midwest ou ailleurs, ils ne sont pas déconnectés de la même manière. Dans la France périphérique, les gens sont connectés. Cette idée absurde de t'es dans la globalisation ou pas, on y est tous, évidemment, je veux dire, on est tous. Et la question, c'est quelle est ma place là-dedans? Et ce qui est très intéressant, c'est de voir une recomposition de ce qu'étaient les catégories populaires aujourd'hui. Elles sont dans une logique, comme aux États-Unis, de désethnicisation, c'est-à-dire que moi, ça m'intéresse beaucoup, cette question du basculement du vote latino. Parce que là, ça nous permet de lire le populisme un peu différemment. Ça nous permet de dire, voilà, il y a quelque chose qui est avant tout culturel. Mais de la même manière, ça m'intéresse beaucoup de voir l'émergence du vote RN dans les dom-toms, par exemple. Bref, quand on a tous ces éléments, on se dit, ok, comment je pense la société d'aujourd'hui? Est-ce que je la pense en regardant dans le rétroviseur et ce qui s'est passé avant? Ou est-ce qu'au contraire, on est là face à une recomposition gigantesque? Parce qu'on a parlé du vote latino, mais sauf erreur, je crois qu'il y a 20% des hommes noirs qui ont voté pour Donald Trump. Absolument. Bref, on est en train de basculer dans quelque chose qui est de l'ordre de la recomposition. Recomposition des catégories supérieures, recomposition des catégories moyennes et populaires, avec une dimension très particulière au XXIe siècle. Les catégories populaires et moyennes vivent sur les territoires qui sont le plus désindustrialisés, qui créent le moins d'emplois. Ça change absolument tout dans la perception qu'on a d'être intégré ou non. Parce que, vous voyez, la question n'est pas de savoir combien tu gagnes, la question est de savoir quelle est ta place dans la société. La question n'est pas de savoir si tu vis dans un territoire mixte ou pas mixte socialement. D'ailleurs, je rappelle que le Parti communiste, dans les années 50-60, n'avait pas pour objectif de créer une société mixte. On se foutait de vivre dans un environnement totalement ouvrier, dans des communes totalement ouvrières. Pourquoi? Parce que les gens avaient leur place là-dedans. Et on ne se posait pas la question de savoir si un enfant devait absolument être dans son école assis à côté d'un fils d'avocat ou de ministre pour réussir sa vie. Parce qu'il avait sa place. Or, ce qui a basculé dans les années 80, avec ce changement de modèle économique, cette idée que les Chinois et les Indiens allaient bosser pour nous, et puis qu'avec un peu de redistribution, de ruissellement, on allait finalement s'en sortir. Alors certes, on a fait beaucoup de redistribution, c'est vrai en France, c'est peut-être la différence avec les États-Unis, et puis surtout la Grande-Bretagne.
mais ça ne change rien. C'est pas parce que vous avez un peu plus de redistribution que votre place dans la société est assurée. Donc on voit bien que culturellement, et c'est pas seulement le wokisme, c'est pour ça que je préfère partir de ton gauchisme culturel mais arriver au wokisme. Je pense que tout ça est mêlé, c'est-à-dire que ça vient de loin, parce que le wokisme c'est assez récent, c'est un mot qu'on accole d'ailleurs un peu rapidement, un peu à tout actuellement, quoi. Il y a un truc. Mais je pense que la question du gauchisme culturel, elle impacte au moment où notamment la gauche lâche la question sociale. Donc la gauche lâche la question sociale, mais les démocrates américains font la même chose. On voit bien le basculement de l'Ohio ou des swing states comme ceux-là, etc. Donc on voit bien qu'il y a une dimension culturelle qui est absolument présente. Et puis dans le gauchisme culturel, il y a cette idée de créer des bulles absolument hermétiques à ce que peut être le peuple et ses demandes. Et donc la métropolisation va aider à ça, c'est-à-dire qu'enfermement, et donc qui dit bulle culturelle dit assèchement de la pensée, enfin bon, j'en passe à des meilleurs. Petit milieu, représentation médiatique, le monde universitaire, j'en passe à des meilleurs. Ou de la recherche, même s'il y a des gens au CNRS qui sont très bien, même je connais des sociologues qui ont fait des belles carrières avec des concepts géniaux là-dedans. Mais on va dire que, bon, comme les poissons volants, ils ne sont pas les plus... bon. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que la dimension culturelle était présente à partir du moment où, pour l'ensemble des catégories moyennes et populaires, l'offre politique était en train de disparaître. Disparaître évidemment avec le lâchage de la gauche, en fait, avec le fait que la gauche lâchait les questions sociales. Alors évidemment avec le communisme, le parti communiste qui disparaissait, j'en passais des meilleurs. Là, la question a été évidemment quelle est l'offre qui va s'offrir à moi ? Moi qui suis habitant d'une zone rurale, d'une petite ville, d'une ville moyenne, bref, tous ces territoires périphériques, qui ne sont pas des territoires ruraux, hein, c'est bien, je dis périphérique, ça veut dire, ça peut être de l'urbain, ça peut être du rural, mais la dimension économique est absolument fondamentale. Je n'ai plus ma place parce que je ne suis pas représenté. Les partis politiques et l'offre politique aujourd'hui est une offre CSP+, retraité. Je vais un peu vite, mais c'est un peu ça. Qui me parle ? Qui parle aux actifs ? C'est pas un hasard si on va retrouver les actifs du côté du Rassemblement national, les actifs du côté de Trump. Je veux dire, c'est très intéressant de voir que Trump a, par exemple, perdu des électeurs lors des dernières élections dans l'électorat blanc et âgé. Vous voyez, il y a une dimension population active qui ne trouve pas sa place dans l'économie d'aujourd'hui. Et ça, c'est une dimension culturelle qu'on va observer en France, qu'on va observer aux États-Unis, et qui dit bien une chose, c'est que l'offre politique aujourd'hui, mais aussi intellectuelle, parce que je rappelle quand même qu'une classe ouvrière ou populaire intégrée, c'est une classe ouvrière et populaire qui est connectée à un environnement, à une classe intellectuelle. Bref, le haut, le bas doit fonctionner ensemble. Enfin, je veux dire, l'histoire du... C'est pour ça que je suis assez mal à l'aise quand on me parle de la question des élites, quoi. La question n'est pas les élites contre le peuple. La question est les élites d'aujourd'hui. C'est pour ça que je donne toujours cet exemple. Vous aviez des types comme Jean Renoir, fils d'Auguste. On n'est pas dans le... Hein, on est quand même dans l'hyper-élite culturelle. Jean Renoir qui fait La Bête humaine avec Jean Gabin. Enfin, voilà, qui se met au service du Front populaire, etc., et qui crée ce truc, d'ailleurs, en plus, avec une personnalité très complexe de Jean Gabin, qui n'est pas un truc... voilà. Mais vous avez aussi des élites économiques et sociales, alors bon, ce qu'on a appelé le gaulo-communisme, etc., etc. Donc là, on est bien sur de l'hyper-élitisme aussi. Donc j'ai pas de problème avec l'élite. La question, ce sont les élites d'aujourd'hui. Ouais. Tu parles beaucoup de déglingue, et là je te suis, il y a une déglingue généralisée, mais la déglingue d'en haut, elle est costaude. Hein. Voilà. Et ce qui est très intéressant, c'est de comprendre que le mouvement des peuples, il est enclenché. Il est enclenché
il s'est enclenché dans les années 80. C'est une réaction des peuples. Évidemment, ils vont se servir de types un peu bizarres. Trump est quand même pas... évidemment, on aimerait bien que ce soit plus intellectuel, moins vulgaire, tout ce qu'on veut, évidemment. Sauf qu'il n'y a pas grand-chose sur l'échiquier. C'est tout le problème. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il y a les demandes culturelles, sociales, économiques de la majorité ordinaire sont très claires. Le gros problème, c'est l'offre qui entre en résonance avec ces demandes-là. Pas seulement dans la classe politique, mais dans la classe intellectuelle, enfin dans le milieu intellectuel. Genre, bon, tu connais ça mieux que moi, mais qu'est-ce qui se passe dans le milieu intellectuel? Qu'est-ce qui se passe dans le milieu de la recherche? Parce que on peut se dire, bon, c'est pas très important, mais si, ça l'est. Parce qu'en réalité, le diagnostic, il est fait. Il est fait, il est archi fait, on a compris ce qui se passe. Voilà. La question, c'est qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? Pour moi, ce qui bloque aujourd'hui, c'est cette intelligentsia-là. Voilà. Alors, on peut se dire, bah, finalement, c'est pas très grave, quoi. Ça va bouger, je reste optimiste. Mais du coup, il y a une vraie demande culturelle. Et je ne comprends pas, par exemple, qu'on en soit encore à cette impossibilité, par exemple, de parler d'immigration. Ouais, c'est complètement dingue. Vous avez depuis 20 ans une demande de régulation des flux migratoires. Bon, moi, je travaille beaucoup en Seine-Saint-Denis, j'ai beaucoup travaillé dans les quartiers nord de Marseille. Aujourd'hui, la demande de régulation des flux migratoires, elle vient de populations immigrées. Et je précise, immigrées issues d'immigration maghrébine ou africaine. Voilà, je veux dire, c'est que... Et les latinos, évidemment, demandent... Ouais. Enfin, tout ça est tellement rationnel, c'est pareil. Mais le débat sur l'insécurité, on en est encore là, 20 ans plus tard, 30 ans plus tard. La question d'une part de protectionnisme, etc. D'ailleurs, ce qui est fou, c'est le on et le off. Quand je vous discutais avec des responsables politiques de gauche ou de droite, tout le monde est d'accord. Donc, qu'est-ce qui bloque? Je crois que les gens l'ont parfaitement compris. Et les vagues de contestation, alors qu'on appelle populistes, mais qui sont pour moi la réaction de ce que j'appelle la majorité ordinaire, mais ça on va peut-être en parler tout à l'heure quand tu vas nous parler de démocratie, mais il y a une reconstitution de ce qu'on n'a jamais voulu voir, des majorités. Voilà. On est entré dans l'ère du marketing. Et le marketing induit la segmentation. Et on s'est habitué à lire les sociétés occidentales comme des trucs hyper segmentés, panélisés, avec la sémantique managériale sur laquelle tu as beaucoup travaillé, mais ça va avec l'archipélisation, etc., etc. Le segment. Le message en filigrane, c'est « There is no society ». Il n'y a que des panels. Et on va répondre à tel et tel panel, on va répondre à telle catégorie. Il n'y a plus de société, il n'y a plus de majorité. C'est d'ailleurs, je rappelle une petite séquence, comme on dit, même s'il n'y a pas ce mot, Gilets jaunes. Les Gilets jaunes se terminent par ce qu'on a appelé le grand débat, qui était le langage de la technostructure. Alors il se trouve que c'est Macron qui l'a animé, mais peu importe, ça aurait pu être un autre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris quelque chose qui était perçu par la majorité des Français comme représentatif des demandes, et il l'a complètement segmenté. C'est-à-dire qu'il a fait un jour, il a accueilli, je ne sais plus, c'était les maires ruraux, le lendemain les femmes célibataires, après c'était les jeunes, etc. Il n'y a pas de société, il n'y a que des panels. Et quand vous êtes dans cette analyse-là, quelle analyse de la recherche universitaire aujourd'hui? L'hyper-spécialisation, moi je vois ce qui se produit comme rapport, même en géographie ou même en sociologie, on est dans l'hyper-spécialisation. Mais à la fin, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une invisibilisation du commun. C'est qu'il n'y a plus de commun, il n'y a plus de majorité. Et d'ailleurs, c'est très marrant, c'est que dès que tu évoques la majorité, à chaque fois j'ai droit à ça, mais c'est quoi la majorité? C'est quoi la majorité? Ou le peuple, c'est quoi le peuple? Enfin, ça n'existe pas.
Je vais peut-être pas arrêter parce que je vois que je le retourne. Mais voilà, ça c'est des questions, mais ça te permet de rebondir sur la question de la démocratie, parce que je sais que tu voulais... qui entrent en ligne de compte dans l'incompréhension du phénomène Trump ou dans l'incompréhension du phénomène populiste au sens large. Oui, je voulais relancer un peu le débat dans un second temps sur la question des effets de ce mouvement sur la démocratie. Alors je vais peut-être poser la question à Christophe et puis ensuite à Laure Mandeville. Dans ce que tu développes sur ce nouveau mouvement, je ne sais pas comment il faut l'appeler, cette nouvelle résistance, tu dis que là, tu viens de le dire, mais je te cite, contrairement aux mouvements sociaux des 19e et 20e siècles, c'est un nouveau mouvement totalement inédit, en fait, historiquement. Et il est le fait de ce que tu appelles une majorité ordinaire, qu'on appelait hier la classe moyenne occidentale. Et dans la façon dont tu décris ce mouvement, je voudrais savoir exactement, d'abord, quels sont ses traits principaux, pour aller à l'essentiel. Et je vais un peu jouer l'avocat du diable, si je puis dire. C'est quelle portée tu donnes à ce mouvement. C'est-à-dire qu'il y a dans ton livre que j'ai lu attentivement, Les Dépossédés, il y a véritablement, comment dire, il y a quand même une espérance vis-à-vis de ce mouvement, et pas simplement dans la dimension économico-sociale, comme tu l'as très bien dit, dans la dimension culturelle, et même à un moment, tu parles spirituel. On a l'impression d'avoir affaire à un mouvement quasiment de civilisation, par moment, quand on te lit. Or, la question, je vais la retourner, est-ce que c'est vraiment ça? C'est-à-dire, est-ce que tu ne donnes pas une portée qui va très loin par rapport à ce mouvement? Parce que, et là, je vais peut-être essayer de préciser sur la common decency, c'est-à-dire c'est une notion que peut-être vous connaissez qui vient d'Orwell, la décence commune ou la morale commune, enfin bon, c'est une notion qui est apparue d'ailleurs chez Orwell quand il étudiait le milieu des mineurs en Angleterre. Et cette notion est apparue. Alors, qu'est-ce que ça devient? Moi, je suis tout à fait d'accord qu'il y a une morale commune qui existe, mais elle est transversale, que ce soit les couches populaires ou les couches bourgeoises, etc., elle est transversale, elle n'est pas simplement liée à une catégorie sociale, je ne sais pas, on sera d'accord là-dessus. Et qu'est-ce que devient cette commune decency à un moment qui correspondait à un stade historique qui était celui du mouvement ouvrier organisé, en plus en Angleterre, avec une social-démocratie ayant ses clubs, ses associations, le pub, etc., ce que tu décrivais très bien, le monde ouvrier d'avant, qui était un monde en soi, qui n'était pas simplement une classe en soi, mais qui avait une dimension culturelle très forte d'appartenance, bon, et intégrée, qui s'est progressivement intégrée dans la nation. Bon. Qu'est-ce que devient cette common decency aujourd'hui par rapport à ce que j'ai appelé la déglingue, c'est-à-dire en gros le chômage de masse mélangé à des phénomènes comme des déstructurations familiales ou des anciennes solidarités. Et donc ma question est un peu, je la pousse un peu à fond, mais c'est pour dire, est-ce qu'il n'y a pas une surestimation de ce mouvement? Non pas qu'il n'existe pas, mais bon, si je poussais un peu, je vais retourner la question pour te faire préciser, à la limite, common decency, du moment qu'on nous fout la paix, on s'en fiche, c'est-à-dire qu'on nous foute la paix, après tout, est-ce que ça ne peut pas être pensé à la limite comme un mouvement de repli? C'est-à-dire qu'en gros, qui ne nous embête pas, on est autonome dans la société, on peut instrumentaliser les politiques, mais après tout, quelle est la portée politique de ce mouvement? Voilà. Et je posais un peu la même question à propos de Trump, c'est-à-dire la dimension proprement politique, la réaction. On voit bien comment, comme tu l'as dit, les couches populaires et d'autres peuvent instrumentaliser, à un moment donné, enfin c'est ta thèse, instrumentaliser des hommes politiques. Mais Trump, quand même, il y a un passage à la... Enfin, je veux dire, je ne vais pas reprendre des termes qui ont été indiqués dans le Figaro par une tribune en disant « c'est Néron », enfin bon, ça c'est un peu fou. Mais est-ce qu'il n'y a pas une illusion sur l'alternative dont serait porteur ce mouvement? Si je prends, dernier point, les Gilets jaunes, je suis tout à fait d'accord sur le déni et le mépris qui a existé vis-à-vis de ce mouvement, mais il était aussi très désunis à l'intérieur quand on les connaissait. Il y avait même de la haine entre eux. Et puis, dès qu'ils sont passés à la télévision,
Alors là, on ne les voyait pas, tout d'un coup on les a vus, là c'était la lutte entre les leaders, etc. Donc qu'est-ce qu'ils portaient comme alternative? Est-ce qu'on peut penser que ces mouvements constituent véritablement une alternative, ou est-ce que ce n'est pas plutôt un symptôme? Voilà la question. Donc je ne sais pas, tu veux commencer? Oui, alors je ne sais pas si... Moi en fait, je n'utiliserai pas le mot illusion pour parler de ce moment trumpiste. Je parlerai plutôt d'un moment d'opportunité et de risque. Ouais, d'opportunité réelle et de risque aussi réel. Et pourquoi? Parce qu'au fond, d'opportunité, parce que, comme je le disais en terminant, il y a tout d'un coup un moment incroyable où vous avez cette espèce de coalition sur laquelle vient se superposer. Ce n'est plus seulement un mouvement, je dirais, type gilet jaune, venant de la base, qui n'aurait pas justement... Il y a maintenant une superposition de mouvements intellectuels du mouvement national conservateur américain et de la tech qui amène aussi des capacités, des possibilités pour régler un certain nombre de problèmes, pour relancer l'économie, pour mettre la compétition, par exemple, avec les Chinois sur la bonne voie en matière technologique. Il y a toute une réflexion aujourd'hui qui vient de la tech, de gens comme Andreessen, etc., qui est assez intéressante sur à la fois ce qu'il faut faire pour sortir de ce qu'il pense être une crise profonde en fait du modèle américain avec une dette qui est complètement hors de contrôle, etc. et aussi relancer l'innovation et par l'innovation aller à la bataille contre les adversaires de l'Amérique. Donc je pense qu'on n'est pas à l'abri de pas mal de surprises. En même temps, il y a évidemment des risques et des risques majeurs. Pourquoi? Parce que l'une des dimensions que je n'ai pas mentionnées, parce que j'ai oublié les 2 derniers points dans les facteurs que je vous donnais tout à l'heure, il y avait le facteur aussi proprement économique de l'inflation galopante qu'il y avait, et ils ont pensé que Trump allait, sur le plan économique, faire mieux que les Bidenomics. Et puis, il y a l'élément de la volonté de mettre fin aux interventions extérieures, de se replier sur le précaré national, etc. Et là, évidemment, il y a une vraie question énorme, et je vois que Françoise Thom est dans la salle, et on parle énormément de ces questions-là, évidemment, en ce moment, parce que c'est vrai que nous sommes face à une interrogation absolument majeure sur la manière dont l'équipe Trump va gérer l'interaction entre les dynamiques internes et la volonté de remettre le pays en état de renforcer, disons, leur pays, et la question de gérer tous les problèmes, l'immigration, tout ça, ce sont des dossiers colossaux en fait pour eux, et de gérer les gigantesques défis qui se posent au plan extérieur, et évidemment l'affrontement avec la Chine, mais surtout de manière urgente et immédiate aujourd'hui, la question de la relation avec l'Ukraine et de la gestion du dossier ukrainien. Et ce qui est vrai, c'est qu'une des interrogations que l'on a, c'est qu'on a le sentiment que une partie de cette droite conservatrice américaine, intellectuelle, mais aussi des personnages de la tech comme Elon Musk, curieusement, et d'autres, ont été d'une certaine manière captés par le discours en fait du Kremlin sur le thème de il faut s'entendre avec Moscou, il faut faire la paix, une espèce d'isolationnisme de circonstances qui les amène à finalement se dire l'Ukraine c'est pas notre problème, en réalité c'est un problème entre la Russie et l'Ukraine, on va s'asseoir sur cette question, etc. Et donc une sorte de court-termisme et d'incompréhension des enjeux majeurs en fait que porte cette crise et la manière dont Trump la gérera, qui véritablement est très inquiétante. Et là je dirais que au fond, pour relier avec la question plus générale, Jean-Pierre, que tu poses sur l'avenir de ces mouvements populistes, je dirais qu'au fond, il y a 2 options dans ces post-populismes. Il y a l'option Meloni, par exemple, c'est-à-dire est-ce qu'il y aura
une sorte d'aller-retour entre un mouvement populiste qui est porté au pouvoir et qui se met à s'intégrer en fait dans le cadre du jeu politique, disons, normal, traditionnel, au niveau européen, au niveau national, et donc une femme comme Meloni qui quand même devient finalement un leader national conservateur, mais avec des prises de décision qui ne sont pas fondamentalement différentes de ce qu'on a connu. Donc il y a une espèce d'aller-retour entre la dimension populaire et la volonté de trouver des solutions dans le cadre, disons, traditionnel, politique, classique. Donc ça, c'est Meloni. Et en plus, Meloni, c'est quelqu'un qui a pris des positions sur la question de l'Ukraine qui sont quand même des positions, je trouve, très courageuses, par exemple, par rapport à Matteo Salvini, qui lui est aligné sur la position du Kremlin. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a l'autre possibilité, et c'est là peut-être que je suis en partie, il y a peut-être un moment de désaccord, je ne sais pas, avec Christophe Guilluy, c'est que je pense malgré tout qu'il y a un risque potentiel de manipulation du peuple par les leaders populistes, et c'est le cas de Orban. Le cas Orban est très intéressant. Au départ, Orban arrive avec un diagnostic sur on est en péril migratoire, civilisationnel, il faut qu'on écoute nos peuples, il faut qu'on défende notre civilisation, notre nation, etc. Mais finalement, après, il y a une captation, c'est-à-dire on passe d'un mouvement disons, qui veut s'appuyer sur une défense de la nation à une captation par un groupe politique et par un leader charismatique, Orban, de la politique en Hongrie et qui instaure un système, je dirais, qui se met de manière assez systématique, même très systématique, à éliminer les contre-pouvoirs et qui, en plus, ce qui n'est pas un hasard, s'allie avec Poutine dans cette bataille justement pour la paix, entre guillemets, donc une paix qui pourrait être une capitulation, c'est plutôt en tout cas ce qu'il propose. Et donc là, on voit bien que tout cela est extrêmement entremêlé. Et donc la question, c'est comment que ces deux voies sont ouvertes. Et c'est vrai qu'il y a une vraie et pour en finir, un des gros problèmes, c'est que quand on voit par exemple des acteurs comme Musk se lancer par une forme d'hubris aussi, parce que tout réussit à cet homme, dans la bataille géopolitique où il veut trancher, découper ce qui est bon pour l'Europe, ce qui est bon pour l'Ukraine, ce qui est bon pour le monde, etc. C'est vrai que ça donne le vertige. Et là, on se demande comment tout ça va se finir. Mais je dirais que pour moi, la réaction de l'Europe ne doit pas être une réaction d'hystérie, on est face à des monstres, à des salopards, Trump et c'est foutu, etc. Je crois qu'au contraire, il faut continuer à analyser de très près ce qui va se passer et surtout, il faut constituer des groupes d'influence pour aller au contact avec cette nouvelle équipe qui va rester des années, au moins 4 ans, mais sans doute plus, et les influencer, leur faire prendre conscience des réalités dont ils ne sont pas conscients. Donc je pense que l'Europe ne doit pas, et c'est la même chose sur le plan d'ailleurs des réseaux sociaux, je pense qu'il faut une discussion avec les grands réseaux américains et pas une sorte de forteresse Europe, parce que je crois que nous perdrons cette bataille, et si nous confrontons en fait les États-Unis sur ces questions de front, nous n'avons pas aujourd'hui les moyens de tenir cette bataille, et nous effondrerons dans ce cas-là. Voilà. Non, je voulais rebondir juste avant de donner la parole à Christophe Guilluy, par rapport à ce livre, Les révoltés d'Occident. À l'époque, il y avait l'idée que finalement, la question que tu posais, la France est-elle prête aujourd'hui à sa manière à un tremblement de terre à la Trump? C'était la question posée. Qu'est-ce que devient cette question, d'après toi, aujourd'hui en France? Et à l'époque, il y avait le phénomène Zemmour qui commençait à pointer, avec l'idée que Zemmour serait peut-être un Trump intellectuel, pour faire très court. Je me demandais, qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de ces idées avec cette question? Est-ce que la France aujourd'hui, et sous quelle forme pourrait-elle prendre en compte cette dimension que tu trouves comme un tremblement de terre, quoi? C'est l'expression que tu emploies. Le tremblement de terre à la Trump peut-il concerner la France, en fait? Oui, je crois que, bien évidemment, en fait,
les processus qui sont en cours, comme l'a dit Christophe Guilluy, aux États-Unis. Moi, ça m'a énormément frappé, parce que le journal, en 2017, par exemple, m'avait demandé de faire une traversée de la France. Et c'est vrai qu'en 2017, et après, j'ai refait une sorte de traversée, parce que je me suis intéressée de mon propre chef au phénomène Zemmour. C'est vrai qu'il est évident que les questions qui agitent le corps social français ressemblent sur bien des aspects à celles qui agitent le corps social américain, et qu'il y a une recherche non seulement du personnage, mais de la force politique qui permettrait en fait de sortir de l'impasse politique où nous sommes clairement aujourd'hui, dans laquelle nous sommes clairement, disons, ensevelis en fait. Et donc moi je m'étais interrogée à Zemmour parce que c'est vrai que je trouvais qu'il y avait des points de comparaison. Il y a évidemment d'énormes différences dont j'ai aussi beaucoup parlé dans le livre. Je crois que la grande différence qu'il y avait entre les deux personnages, c'est que Zemmour n'a jamais réussi à connecter véritablement avec le peuple. Il a eu son moment de gloire où il était un moment à 17%, et Dieu sait ce qui serait passé s'il ne s'était pas trompé sur la guerre. Je crois que ça a été un élément absolument majeur, parce qu'il s'appuyait plutôt sur la bourgeoisie qui voulait un changement. Et quand il a montré qu'il s'était complètement trompé dans son diagnostic sur la guerre, son espèce de vénération de Poutine, je crois que cette bourgeoisie a pris peur et s'est dit qu'il était incompétent sur cette question-là. Donc je pense que ça l'a complètement tué. Et c'est vrai que Marine Le Pen ne lui a jamais abandonné finalement l'électorat populaire. Donc il a perdu sur ces deux plans et de points. Mais je crois qu'aujourd'hui, la France est toujours à la recherche de la bonne force politique. C'est pour ça que le jeu reste tout à fait ouvert. Mais c'est vrai qu'en même temps, il y a le RN qui est évidemment à l'offensive. Est-ce que Marine Le Pen peut prétendre au rôle de Trump? Je n'en suis pas sûre. Et je crois qu'il lui... Je voulais en profiter pour poser une petite question. Pourquoi Zemmour a été invité et Marion Maréchal Le Pen et pas Le Pen à l'intronisation de Trump? Oui, moi je crois qu'en fait qu'ils ont tous des liens beaucoup plus approfondis avec les milieux conservateurs américains. Je crois que aussi bien Marion Maréchal, depuis plusieurs années, a été régulièrement invitée au CEPAC, qui est la espèce de grand-messe conservatrice américaine, et donc elle en est un membre régulier. Et quant à Zemmour et Sarah Knafo, je sais que Sarah Knafo c'est pas le cas de Zemmour, je suis pas sûre qu'il soit extrêmement rencardé dans ces milieux-là, mais que Sarah Knafo a fait toute une tournée en fait dans les mois précédents aux États-Unis, qu'elle a noué de nombreux contacts, et je crois que cette invitation, elle récolte le fruit de ses efforts. Et donc je pense que en réalité toutes les forces politiques devraient aujourd'hui jouer cette carte et aller au contact pour établir des contacts et influencer en fait la pensée de cette force absolument majeure qu'on a devant nous. Je ne vais pas reprendre les questions que je t'ai posées plus particulièrement. Mais... Non, mais je peux rebondir sur la question de Zemmour. Je pense que Zemmour est trop à gauche en fait. Non, je m'explique. Je pense qu'on est arrivé à un moment où les catégories populaires sont complètement désidéologisées. C'est-à-dire qu'il y a plus, l'idéologie n'existe plus. Il n'y a plus de référence idéologique. Et c'est pour ça que je parle d'autonomisation des catégories populaires et de cette masse hyper importante de classe populaire et de classe moyenne. Pourquoi ? Parce que, et d'ailleurs c'est pas un hasard, si ça correspond aussi au moment où les intellectuels ne s'intéressent plus à ces catégories-là. Donc finalement il y a une logique assez évidente, et que Zemmour est un idéologue, c'est-à-dire qu'il a une représentation de la société, avec quand même cette manie de regarder dans le rétroviseur c'était mieux avant, etc., qui est pour moi une erreur fondamentale. C'est un truc sur lequel j'avais beaucoup travaillé avec des gens qui travaillent sur les classes ouvrières britanniques.
Et le point fondamental était que dans ces milieux-là, dans les milieux populaires, il n'y a pas à aucun moment l'idée de j'aurais préféré vivre dans les années 50. Ah ouais. Ça n'existe pas. Alors on peut se dire oui, culturellement, le niveau intellectuel, la littérature, etc. Bon, c'était mieux, voilà. Sauf que dans les milieux populaires, ouais, on préfère encore la vie d'aujourd'hui, même si c'est, comme tu le dis, la déglingue, comme tu le dis, etc., etc. Et il y a un autre point fondamental, c'est les catégories populaires, et ça peut faire partie de la décence ordinaire, tu me posais la question. Ce qui est de l'ordre de la décence, par exemple, c'est de promettre aux classes populaires et d'agiter le chiffon rouge de la guerre civile depuis les années, on va dire, 90-2000. Or, moi, ce qui me frappe, d'ailleurs, c'est la même chose aux États-Unis, parce que même si on décrit les États-Unis comme un pays qui serait encore dans le racialisme presque, où le Ku Klux Klan serait encore structurant, etc., la réalité, c'est qu'il y a une baisse de tension par rapport à tout ça et une acceptation, on va dire, de l'autre, entre guillemets, beaucoup plus forte que ce qui pouvait être dans les années 50. Donc les catégories populaires en général et moyennes ont été d'un calme absolu par rapport à ça. Et elles ont peur, je dirais qu'elles ont peur. Il me semble que chez Zemmour, ce qui a fait peur, c'est la peur de la guerre civile. C'est-à-dire que lui, il leur disait mais il faut avoir peur du grand remplacement. Et eux ont dit, oui, mais on a plus peur. En ne votant pas pour lui, c'était aussi, on a plus peur de la guerre civile que du grand remplacement. Je pense que ça, c'est un des éléments. Il y a un risque. Je pense que ce qui n'a pas fonctionné, c'est que Zemmour a mis en avant la question de l'islamisation. Non pas que les gens ne soient pas informés de ce qui se passe, etc. Il n'empêche, c'est une réflexion qui est très forte dans les milieux, on va dire, bourgeois de droite, et qui l'est beaucoup moins dans les milieux populaires. La question de l'immigration est très présente, mais la question de l'islamisation en tant que telle l'est moins, je dirais, intellectuellement, c'est moins quelque chose qui va porter. Et je crois qu'il s'est planté là-dessus. Mais au-delà de ça, il y a un point essentiel, et d'ailleurs, c'est ce qui explique peut-être sa connexion avec les milieux conservateurs américains. Je crois qu'il n'a pas compris ce que j'appelle la rose des vents, c'est-à-dire que oui, la question sociale est aussi importante. C'est pas parce que la question culturelle est importante que la question sociale ne l'est pas. Et je crois que fondamentalement, il a cru que la question sociale, parce qu'elle est identifiée comme de gauche, etc., donc voilà, je m'affranchis de ça, etc. Mais c'est pas vrai, c'est-à-dire que les gens, la question du travail, de combien tu gagnes et quel va être le montant de ta pension de retraite, ce sont des éléments fondamentaux, mais pas plus, pas moins d'ailleurs, que la question de la sécurité et de l'immigration dans ton quartier. C'est pas ça le problème. Et je crois qu'il a segmenté. Et c'est pour ça que je dis qu'il est un peu de gauche. C'est-à-dire qu'à gauche, vous avez exactement l'effet inverse. La question identitaire et culturelle est un truc d'extrême droite, donc ça ne doit pas exister. Si tu y vas, tu es facho, etc. Bon, bref, très idéologique. Qui dit d'ailleurs l'immaturité totale de ces milieux intellectuels et de ces catégories supérieures. Moi, c'est quand même, tu vois, dans la déglingue de la société, il y a quand même l'immaturité absolue de ces catégories supérieures qui ne peuvent même pas d'ailleurs accepter l'idée qu'un Trump existe. Et le principe de l'immaturité ou de l'infantilisme, je ne sais pas comment on peut dire, c'est le refus de voir le réel et puis d'être frustré. Trump me frustre, donc il n'existe pas. Et c'est un peu la même chose avec le populisme en Europe. Mais ce qui est vraiment frappant, c'est ça, c'est que cette impossibilité et du zémourisme et de la gauche de penser qu'aujourd'hui, ce qui emporte le mouvement social et culturel, enfin on va dire de la majorité des gens, quoi,
c'est une combinaison de tout ça. Et là où c'est très particulier, c'est pour ça que c'est autonome aussi, c'est que c'est pas représenté. C'est pas représenté par une classe politique, c'est-à-dire que je ne crois pas qu'un Trump pourrait arriver en France. Le Trumpisme, c'est Trump. C'est-à-dire que voilà. Alors après, ça évoluera. D'ailleurs, c'est intéressant. Moi, j'ai lu. Alors, je lis pas l'anglais, mais j'ai lu quelques interventions de Vance. Je ne sais pas si on peut parler de Vance, mais c'est intéressant parce que il expliquait qu'il imaginait une recomposition des classes de la working class autour de quelque chose qui serait multiethnique. Et c'est intéressant qu'un conservateur populiste mette ça en avant. Ils le disent tous. C'est devenu le parti des classes populaires multiculturelles. C'est devenu un parti multi-ethnique. Non, mais c'est complètement fou. De se dire que c'est les populistes qui sont en train d'accompagner, et non pas de créer, une recomposition qui est dans le peuple. Et ça, là, je te remets un coup de common decency. C'est-à-dire que c'est aussi ça, la common decency. C'est-à-dire, et puis, la common decency, elle est... Alors, tu as raison, elle peut être toute en haut, en bas. Sauf qu'en haut, il y a quand même un truc très particulier depuis les années 80, c'est que les catégories supérieures ont lâché le bien commun. Donc, dans la common decency, c'est quand même un peu cette idée-là. C'est le common destiny. Je pense que la common decency, ça va de pair avec la common destiny. C'est pour ça qu'on en revient à la question de la nation. C'est-à-dire le souci de la nation avait disparu de la préoccupation de la classe supérieure. Et ça, c'est très important. Je pense que c'est là que la common decency peut se relier entre le haut et le bas. Oui, bien sûr. Mais la question, c'est voilà, comment tu lis le haut et le bas quand tu as un haut qui a abandonné le bien commun, quoi. Donc voilà. Très bien. Écoutez, je vous remercie. On va pouvoir passer à quelques questions. Il nous reste 30 minutes. Alors, allons-y, on va prendre une question. Alors, la première. Merci pour ces interventions. Merci Madame Mandeville. Merci Monsieur Guilhuy. J'ai en fait plein de questions, mais je suis obligé de les résumer. Donc, moi, je connais mieux la société française que la société américaine. J'interrogerai Christophe Guilhuy. Vous dites, on ne vit pas une époque d'idéologie. Les catégories populaires et moyennes s'éloignent de l'idéologie. Je pense que vous avez raison, mais vous oubliez qu'une nouvelle idéologie est en train de monter dans ce pays, qui est l'islamisme. Vous indiquez que l'immigration est un problème pour les catégories populaires. Je fais une parenthèse, vous dites très justement la question sociale est aussi culturelle et identitaire, ce qui vous vaut d'être attaqué à gauche et à droite, parce que vous essayez de nouer tout cela ensemble. Ensuite, dans le déroulé des choses, je peux avoir des divergences avec vous, parce que si l'immigration inquiète les catégories populaires aux États-Unis comme en France, on a une spécificité par rapport aux États-Unis, c'est que c'est une immigration très majoritairement musulmane, et que l'on assiste depuis un certain nombre d'années à une réislamisation des communautés musulmanes. Alors, je sais que vous avez tendance parce que je vous lis attentivement, votre pensée m'intéresse, je pense avec vous et parfois contre vous, donc vous avez tendance à dire « ça n'est pas significatif parce que il n'y a pas de vote musulman ». Les Français musulmans ne votent pas, ils s'abstiennent très massivement. C'était vrai, ça l'est moins. Ça l'est beaucoup moins. En 2022, vous le notez dans les dépossédés, 69% selon les sondages des Français musulmans votent pour la France insoumise, mais avec des taux d'abstention qui sont assez élevés. Ce n'est plus le cas en 2024. En 2024, vous avez encore une concentration du vote musulman sur la France insoumise, mais avec des taux d'abstention beaucoup plus bas, 59% contre 49% pour la moyenne nationale. C'est supérieur, mais il y a un mouvement. Et il y a un vrai travail de terrain des islamistes, des frères musulmans, de la France insoumise aussi, parfois ce sont les mêmes, pour précisément récupérer, pour créer un vote musulman. Et je crois que nous assistons, je ne m'en félicite pas, et je ne suis pas un électeur d'Éric Zemmour, mais on assiste à la mise en place d'une société musulmane, ce n'est pas tous les musulmans, qui va prendre son envol dans les années à venir. Et là, on a une fracture identitaire qui est en train d'apparaître. Vous développez, vous documentez de manière très pertinente la fracture géographique, la fracture sociale, la fracture culturelle entre la France ordinaire et la France d'en haut,
mais aussi entre les catégories populaires de la France périphérique et les catégories populaires des banlieues. Mais il y a cette fracture identitaire qui est en train d'apparaître. Et j'attire votre attention sur le fait qu'en 2024, il y a eu une campagne électorale pour les législatives, pour les européennes d'abord, pour les législatives. Dans le cas de la France insoumise, cette campagne a été dominée par le thème de la Palestine. Et ils ont réussi leur coup, de ce point de vue-là. Et c'est la Palestine version Hamas, du Jourdain à la mer. Mais surtout, la différence entre les États-Unis et la France telle que je la ressens au niveau de l'immigration, qui est massive dans les deux cas, c'est qu'en France, l'immigration est perçue comme la pression d'un monde qui nous est hostile. Parce qu'on a eu des attentats, remarquez, ils en ont eu aussi, c'est vrai. Et on ne peut pas séparer la question de l'immigration, je crois, de l'islamisation qui est en train de monter. Voilà, merci. Non, que dans certains quartiers, il soit évident que l'islamisation monte. Enfin bon, je ne nie absolument pas ça. C'est une force politique, ça c'est très vrai. La question, pour moi, elle dépasse la question cette question de l'islamisation. En réalité, elle doit être traitée aussi comme force politique. Je ne suis pas en train de nier une évidence. Je pense en réalité que, on va dire, le citoyen ordinaire musulman est peu, comment dire, est absolument pas partie prenante de l'islamisation. C'est-à-dire que il y a effectivement ce mouvement qui peut être très, très violent et très visible dans certains quartiers. Et si vous prenez la masse des musulmans français, ce n'est pas, pour le moment, j'allais dire, une force politique essentielle. Après, on peut se dire, oui, mais ça infuse dans la France insoumise. C'est absolument vrai. Je rappelle quand même que les députés de la France insoumise sont les députés qui ont été élus avec proportionnellement le moins de voix. C'est-à-dire que oui, ils représentent certains territoires. Est-ce que si on mettait, je ne sais pas, le vote obligatoire demain en Seine-Saint-Denis, est-ce que des députés LFI seraient élus? J'en suis pas absolument certain. Donc oui, ça existe, oui, c'est une force politique, mais je reste sur ma position, à savoir, voilà, il y a le problème de la régulation des flux migratoires. Si cette question est traitée, j'allais dire, vous faites baisser la tension du côté de l'islamisation. C'est plutôt comme ça que je vois ce problème. Est-ce que je peux rajouter? Oui. Je voulais juste donner mon avis là-dessus. Oui, vraiment en 2 mots, parce qu'il me semble que c'est un problème absolument majeur, et j'en parle à la fin de mon livre en disant, au moment où je parle en fait de l'aveuglement stratégique dont a fait preuve l'Occident sur la question de la Russie, qui est un problème latent depuis des années, je pense que la question de l'islamisation, comme vous l'avez dit, est un problème absolument majeur. C'est un problème à part, en réalité, et dont nous avons systématiquement sous-estimé l'importance dans notre pays. Et je dirais que ce sont des forces à l'œuvre qui savent extrêmement bien profiter de nos faiblesses, de nos démocraties, qui ont des réseaux. Et en fait, c'est un problème, notamment parce que c'est comme une sorte de comment dire, de contexte. C'est un contexte dans lequel baignent en fait les populations musulmanes, de l'islamisation et notamment de frères musulmans, réseaux radicaux qui travaillent en fait la société française au corps, et nous avons déjà opéré des replis absolument dramatiques sur ce front. Nous voyons que notre système d'éducation est attaqué de plein fouet avec 2 de
de nos professeurs qui ont été sauvagement assassinés par des islamistes, et cela créant évidemment une onde de choc dans le corps professoral français, où on a peur aujourd'hui d'enseigner des choses qui, dans un pays libre comme le nôtre, relèvent normalement du normal, comme par exemple l'histoire de la Shoah, où vous avez des tas de professeurs d'histoire qui aujourd'hui ont peur de traiter de ces questions dans leurs cours. Quand j'ai écrit le livre, j'avais rencontré un jeune professeur qui est professeur dans la région de Lyon et qui était devenu pour la candidature Zemmour le chef des musulmans pour Zemmour, et qui m'avait raconté en fait il avait fait un peu à la Trump, mais il m'avait raconté que dans sa salle de classe, il était devenu très difficile de faire passer ces sujets sur justement tout ce qui était lié à la laïcité, bien sûr à la question de la Shoah, énormément de sujets qui devenaient des sujets quasi tabous. Et donc il disait que ça allait poser un problème grandissant, d'autant plus qu'on laissait le champ libre en fait à l'édition islamiste qui prolifère absolument sans contrôle dans les librairies à travers le pays, sur le net, etc., etc. Donc là, je pense que vous avez raison de dire que c'est un problème majeur. Oui. Bonjour et merci pour ce débat. Je vais avoir une question, je vais revenir un tout petit peu en arrière sur ce qui a été dit au tout départ sur la campagne américaine. Il y a un point effectivement que vous n'avez pas évoqué, et ça m'a surpris puisque vous parliez de Musk à un moment donné, c'est le rôle des technologies. C'est-à-dire que, contrairement à ce qui a pu se passer auparavant, on a maintenant un rôle politique des technologies qui est documenté, étudié, analysé, et on voit, au-delà de la tentative de coup d'État que vous évoquiez du 6 janvier 2021, c'est qu'aujourd'hui, on peut avoir une influence durable sur un corps électoral fragmenté, qui peut être, c'est un peu la théorie de Giuliano da Empoli sur les ingénieurs du chaos, c'est-à-dire le rassemblement d'opinions fragmentées qui font une majorité. Et on a effectivement ce risque. Je rappellerai pour mémoire, il y a quelques jours, Peter Thiel, le financeur de la campagne, non pas de Trump, mais de J.D. Vance, donc son vice-président, qui avait un éditorial dans le Financial Times qui était, me disait-on, effectivement lunaire, sur l'apocalypse. Et qui était effectivement le même qui disait « démocratie et liberté sont incompatibles ». Et qui fait clairement le choix de ce qu'il considère être la liberté au détriment de la démocratie. Et beaucoup, encore aujourd'hui, ce matin, le New York Times faisait une interview d'un éditorialiste réactionnaire hostile à la démocratie en disant « la démocratie, c'est fini ». Et effectivement, les technologies donnent des outils, des instruments comme jamais. Et c'est vrai effectivement que cette dimension sur le fait qu'on pourrait avoir une société post-démocratique dans laquelle la parenthèse démocratique, ce que craignent beaucoup d'Américains aujourd'hui modérés, la parenthèse démocratique se refermerait définitivement. Et ceci n'est plus de la science-fiction. Et je terminerai là-dessus parce qu'effectivement, je crois que cette dimension sur le fait que l'on a maintenant la possibilité de manipuler en masse et individuellement les individus, là où auparavant c'était entre guillemets, beaucoup plus artisanal et beaucoup plus soviétique dans la manière de faire. Aujourd'hui, on peut le faire beaucoup mieux, beaucoup plus vite et beaucoup plus dangereusement. Merci. Oui, je suis d'accord avec vous. C'est vrai que je l'ai mentionné très brièvement parce que j'avais peu de temps et c'est vrai que quand j'ai parlé de Musk et du rôle qu'il avait joué avec son compte Twitter, qui a fait effectivement basculer cette élection, on en est à peu près sûr. Mais la notion de manipulation reste cependant à utiliser avec précaution parce que ce qui me frappe, si vous voulez, aujourd'hui, d'abord, le terme d'apocalypse, quand il est utilisé par Peter Thiel, ne veut pas dire l'apocalypse au sens où c'est l'apocalypsis au sens de l'apparition de la vérité, la transparence sur ce qui s'est passé. Et quand il parle d'apocalypse, il veut parler en fait du fait qu'ils vont faire la lumière sur la manière dont les réseaux sociaux, à l'époque de Biden, ont instauré en réalité une censure extrêmement importante sur le net. Et moi, je suis complètement d'accord pour dire qu'il va y avoir un énorme problème avec la capacité de manipulation par les réseaux venant d'ailleurs de tas d'acteurs divers.
Mais je voudrais souligner quand même que ce problème est antérieur à cette campagne. Alors qu'on a le sentiment maintenant que tout d'un coup, les réseaux sociaux, avec Musk, il y a une confiscation du droit des citoyens, de la démocratie. Donc on revient dans le même refrain sur le fait que Trump va tuer la démocratie, alors qu'en fait, ça a commencé bien avant. Mais personne ne s'en est ému quand ce type de contrôle s'est exercé contre les conservateurs. Donc je pense que là, il y a un vrai problème et qu'il faut remettre les choses d'équerre. Ce que je voudrais ajouter, c'est que ce qui est vrai, c'est que les réseaux sociaux, comme on l'a vu pendant le printemps arabe a montré en fait que les réseaux sociaux peuvent détrôner un pouvoir, comme ils l'ont fait avec Moubarak, qui a été mis à terre par justement l'utilisation absolument galopante des réseaux sociaux pendant la révolution arabe, mais en revanche, ils n'ont pas été capables de faire émerger un pouvoir démocratique. À l'époque, on avait espéré, souvenez-vous, que tous ces jeunes étudiants, intellectuels pourraient finalement faire émerger une alternative. Qu'est-ce qui a émergé à la place ? Qui a profité en fait de cette opération visant à détrôner l'ancien pouvoir ? Les frères musulmans. Et donc c'est vrai que de ce point de vue-là, les réseaux sociaux ont un rôle fondamental qui peut être destructeur, qui parfois peut rééquilibrer certaines tendances, mais qui ne peut pas faire émerger une véritable solution démocratique. Et donc, nous, il va falloir qu'on apprenne aussi à utiliser ces réseaux ou constituer nos propres réseaux alternatifs en Europe. Je ne sais pas ce qu'il faut faire exactement, mais il y a effectivement péril en la demeure. J'aimerais que chacun puisse me dire les ressemblances et différences entre démocratie numérique et démocratie représentative, à la fois en France et aux États-Unis. Qui veut commencer? Difficile question. Non, mais justement, non, moi je ne vais pas faire un exposé là-dessus. Je dirais ce qui me frappe justement dans la démocratie numérique, c'est qu'elle n'est pas, il n'y a pas de médiation. C'est la disparition justement des médiateurs. Et ce que j'ai trouvé extrêmement inquiétant dans le discours de Musk sur les médias, c'est quand il dit sur son réseau, maintenant c'est vous les médias, sur son réseau Twitter. Ça veut dire qu'il considère qu'on n'a plus besoin de médias, donc de puissances médiatrices qui sont en fait, comme le disait Tocqueville, l'essence de la démocratie. C'est qu'il y a en fait des mediating institutions, c'est-à-dire qui représentent et qui permettent d'organiser la démocratie. Il est bien évident qu'un réseau social sans contrôle, ou sur lequel de grandes méchantes forces peuvent venir manipuler, qu'elles viennent de l'Est, du Sud ou de je ne sais où, ne peut pas constituer l'essence d'un débat démocratique. Oui, à propos du phénomène Trump, moi je suis peut-être un peu obsédée par ma spécialité. Je ne peux pas ne pas remarquer à quel point il y a une convergence entre le poutinisme et le trumpisme tel qu'il est en train de se mettre en place. Les analogies sont absolument frappantes. Vous avez, en fait, Trump est en train de se construire une verticale du pouvoir sur le modèle poutinien, en choisissant la loyauté comme critère principal de recrutement, même au détriment de la compétence. Il y a la volonté de détruire toutes les institutions qui existent, les corps intermédiaires. Il y a des mécanismes de purge qui sont mis en place à travers Musk. Par exemple, l'administration de Musk sera certainement... D'ailleurs, les Russes l'ont comparé à une Tchéka, c'est la Tchéka. Les Russes voient très clair le trumpisme. C'est peut-être un peu l'interprétation des Russes que je répercute là, parce que j'écoute la propagande russe, et les Russes sont aux anges, évidemment. Ils proclament que les Américains sont en train de démolir leur État de leurs propres mains. Donc on n'a même plus besoin de le faire, les Américains le font eux-mêmes. Mais c'est vrai que encore une fois, il me semble avoir vraiment une convergence. Bon, Elon Musk est déjà en train de censurer ses réseaux sociaux. Donc la liberté de parole, moi, j'y crois pas trop non plus du côté des Trumpistes. Je pense que... Et on voit très bien que Trump
son objectif principal, c'est de persécuter tous ses adversaires précédents. Donc, ce n'est pas vraiment un programme de gouvernement constructif, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Donc, à mon sens, c'est une évolution extrêmement inquiétante. Et puis, le point, je crois, fondamental qui nous permet, en fait, de juger ce qui est en train de se passer, c'est le rapport au droit. Et on voit que chez les Trumpistes, on voit déjà pour le droit international, et là encore les Russes jubilent, puisqu'ils disent que c'est la fin de l'ordre libéral de l'après-guerre, n'est-ce pas? Donc maintenant, tous les États peuvent se servir, les grands peuvent manger les petits. Nous, on va pouvoir récupérer la Finlande, on va partager le Groenland avec les États-Unis, on va se mettre d'accord avec Trump, etc. Donc il y a du côté de la politique étrangère un refus du droit international, un refus de tous les principes les principes sur lesquels reposait l'ordre international jusqu'ici, le respect des frontières. Laure, tu parlais tout à l'heure de la volonté de restaurer les frontières aux États-Unis, mais c'est pas... non, c'est la conception des frontières, du moins si on en croit les tweets de Trump, c'est un peu la conception de Poutine, c'est-à-dire que les frontières, on peut les repousser, hein, on peut annexer le Canada, on peut annexer Groenland, etc. Donc, c'est pas une nation qui est en train de se former, c'est un empire. C'est un empire, et la logique du poutinisme, c'est justement de détruire les nations pour pouvoir mettre en place l'empire. La même logique s'exerce en Europe. Les forces pro-poutiniennes, en fait, par la critique des élites, par leur critique des élites, elles veulent obtenir ce qui est en train de se passer aux États-Unis. C'est pour ça que c'est une leçon que nous devons étudier de très près. C'est qu'un groupe de type, moi je dirais de type jacobin, est en train de démolir les structures de l'état de droit. Et le critère, encore une fois, pour moi, le critère fondamental, c'est le respect du droit. Et ce qui caractérise cette équipe trumpiste, c'est une anomie totale. C'est-à-dire, on fait ce qu'on veut. Le Sénat n'a qu'à obéir. Vous pouvez écouter Marjorie Taylor Greene. Hein, les sénateurs doivent obéir, etc. Donc, voilà. Je me fais un peu l'avocat du diable. Mais encore une fois, je suis peut-être influencée par Alors, il y a encore beaucoup de questions. Quand on pense que le problème dont on parle couramment dans les journaux tous les jours, c'est le problème de savoir si les socialistes vont se rallier à Bayrou, ou bien quel rapport avec la politique américaine. Le Trump français, je ne le vois pas venir. Le Front National, le Rassemblement National, pardon, il est out. Il fait partie du folklore. Alors je pense qu'on n'a pas assez réfléchi à cette différence énorme qu'il y a entre la politique française et la politique américaine. Très bien. Donc on va rebondir sur la question qui a été posée sur l'intégration des populations. Sur la question de moi je vais répondre. C'était quoi la question? Bon, je crois que ce qui est évident, ce que Philippe Reynaud, ce que vous dites sur la différence entre les États-Unis et l'Europe me paraît une évidence. C'est vrai que on est plutôt dans un moment libertarien aux États-Unis. C'est pour ça que je ne suis pas sûre d'être d'accord avec Françoise Thom quand elle pense qu'on va vers que la commission en fait, que va présider Trump va être une tchéka qui va s'occuper de détruire en fait, tous les contre-pouvoirs aux États-Unis, etc. Je pense qu'il faut quand même rester prudent dans l'analyse. Moi, je n'ai pas ce sentiment-là pour l'instant. Je pense qu'il y a une vraie volonté aux États-Unis de réduire en fait, le coût colossal de l'État fédéral, qui a une dette de 122% aujourd'hui. Et ils veulent aussi... donc aussi, je dirais, quand elle dit Trump veut persécuter ses adversaires, c'est son seul but, moi je ne pense pas que ce soit le cas. Je crois que les Américains cette équipe a des buts tout à fait précis,
qui sont énoncés en fait dans le programme du Parti républicain. Ils vont s'occuper de la frontière. Vous allez voir que dès mardi ou même lundi, après son inauguration, il va se lancer dans une série de doukas présidentiels très précis. Il y en a 150 qui sont prêts, comme ça avait été le cas d'ailleurs sous Biden, parce qu'il y a une présidentialisation effectivement de l'approche, et ils vont commencer de manière systématique à mettre en œuvre ce qu'ils ont promis. Et donc il y a des choses très concrètes qui vont être faites. Le Rassemblement national. Et donc je comprends en fait le souci de Françoise sur le fait que oui, la loyauté c'est important, mais je ne pense pas quand même qu'il n'y ait que ça. Il y a aussi des personnalités très compétentes qui sont nommées à pas mal de postes. Je pense qu'il ne faut pas non plus à trop gros traits caricaturer, poutiniser en fait les États-Unis. Oui, il y a un style impérial. Je crois que Trump est en train d'envoyer un certain nombre de messages avec le style qui est le sien pour dire, vous voulez, et notamment à ses adversaires chinois, russes, etc., vous voulez jouer le jeu des grandes puissances, mais nous, on va le jouer aussi. Et c'est vrai que je me demande aussi si on n'a pas une définition trop idéalisée en fait de ce qu'était l'ordre international et le respect du droit international. Parce que après 1945, certes, on a créé un système international, mais est-ce que la définition dans les années 90 n'en est pas devenue trop idéalisée, trop restrictive et trop naïve, alors que les États-Unis se sont toujours comportés pendant les années 50, 60, 70 comme une grande puissance qui n'était pas toujours complètement respectueuse du droit. Elle a fait des coups de force, elle a défendu ses intérêts de manière brutale quand elle le voulait, et je crois que c'est ce que Trump, par ses déclarations, essaie de signifier au monde. Oui, pour conclure, peut-être avec une note d'espoir. Voilà. Je compte sur toi. Non, mais vraiment, c'est. D'ailleurs, je crois que si t'es là, encore là, à présider cette magnifique assemblée, c'est qu'il y a quand même, malgré ton faux pessimisme d'apparence, une lueur d'espoir. Je sens dans ton regard une lueur d'espoir. Mais non, ce que je veux dire par là, c'est que il y a la question de l'autonomie des classes populaires, pour moi, est fondamentale. C'est-à-dire que se dire, mais c'est incroyable, finalement, on a quand même des sociétés qui sont plus représentées, plus politiquement. Et je vous suis complètement. Bon, le RN, c'est quand même pas terrible. Mais Trump, c'est pareil. Enfin bon, bref. Voilà. Et malgré tout ça, la société continue à exister, culturellement, socialement. Et c'est d'ailleurs dans cette société-là, pour répondre en même temps à la question qui a été posée, que l'intégration se fait. Moi, ce qui me frappe beaucoup dans ce que je vous disais tout à l'heure, ma rose des vents, là, c'est que vous posez la question à un type, je ne sais pas, qui est chauffeur Uber, qui vit dans une cité qui est maghrébin à Marseille, ou le type qui est ouvrier au fin fond de la Creuse. Ils vont vous dire exactement la même chose. Je veux la sécurité dans mon quartier. J'aimerais bien que mes enfants aillent dans une école où l'instruction est à peu près assurée. Si possible, j'aimerais garder mon boulot. Et si on pouvait avoir des services publics et un État-providence qui fassent encore société, c'est pas mal. Et ça se fait encore, ça existe. Évidemment, c'est pas très politique, parce que la classe politique est ce qu'elle est aujourd'hui, assez pitoyable, mais finalement, c'est pas très grave. En fait, il y a un décalage énorme entre une classe politique qui est issue des 30 Glorieuses. Un Bayrou, j'ai l'impression de voir un type qui a toujours pas compris que la classe moyenne, c'est mort. Enfin, on est passé à un autre monde, quoi. Bref, on a encore, ces zombies qui sont encore là. Mais on a besoin un peu de temps. On a besoin un peu de temps aussi pour changer les intellectuels, pour changer le monde de la recherche. Mais ça, je compte sur Jean-Pierre, qui a encore des réseaux. Mais voilà, tout ça, en fait, il y a un décalage entre la société et la représentation de la société. C'est vrai dans le monde intellectuel, c'est vrai dans le monde politique, et c'est un peu ça, la distorsion. Mais en fait, nous, vous tous, et moi,
on a pigé comment ça marchait, quoi. Le seul problème, c'est qu'il y a ce petit décalage. Et Trump, les autres, bah voilà, c'est une façon de remettre, façon un peu bancale, les choses en avant, mais ça va se faire. Très bien, écoutez, je vous remercie beaucoup.